Parce que nous, on travaille en coulisses. Nous, on aide ces personnes-là, en fait. Nous, on n'est pas en lumière. On va aider ces mamans, on va les supporter et on va les élever quand elles en ont besoin. On va les conforter dans le fait que ce sont des bonnes mères et que c'est pas grave, en fait, si elles ont raté le spectacle du jour ou, je sais pas, moi, si elle a pas vu le dessin que l'enfant a apporté ce jour-là parce que pour elle, c'était pas important. Mais c'est pas grave, en fait. Nous, on va la conforter là-dedans, dans ce rôle de mère, et que si elle correspond pas à la caricature qu'on se fait de la maman, c'est pas grave. Le principal, c'est que son enfant, aujourd'hui, il a souri, il était heureux, il était fier de lui. Le reste, y a rien d'important, quoi. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Élodie, tu es et resteras la nounou d'une vingtaine d'enfants depuis 10 ans. Tu es aussi écrivaine avec 6 romans et 2 nouvelles publiées. Et tu peins et crées différentes décorations et bijoux que tu vends depuis peu via Instagram et sur les marchés. C'est en écoutant le podcast que tu ne pensais pas pour toi, que tu t'es dit, si elles le font, pourquoi pas moi ? Et tu t'es lancée avec brio. Et ça m'a fait réfléchir. Nous sommes amies depuis l'adolescence, d'où le tutoiement. Ce qui m'a donné envie de t'inviter, c'est le fait que plusieurs de mes interviewés mentionnent souvent que sans les personnes qui les ont aidées, comme notamment leur nounou, elles ne seraient pas à ces postes aujourd'hui. Finalement, sans nounou, il n'y aurait pas vraiment de pouvoir au féminin. Donc j'ai eu envie d'explorer ce que ça voulait dire pour toi. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au podcast ? C'est la confiance que j'ai en toi, déjà. Parce que je me suis posé plein de questions à savoir ce que je pouvais t'apporter par rapport à ce podcast. Parce que je me suis dit, en tant qu'assistante maternelle, je vois pas trop ce que je peux faire à mon niveau. Parce que le pouvoir au féminin, je vois pas... Enfin, moi, je travaille pas dans une grosse boîte. Je travaille à la maison 7 jours sur 7, notamment avec les enfants, quand les autres que je garde s'en vont. Et du coup, je me suis dit que j'avais confiance en toi, que tu t'étais déjà posé toutes ces questions avant moi. Et que, si toi, tu y croyais, j'avais plus qu'à te suivre, quoi. Tout simplement. Merci, c'est gentil. Moi, c'est justement en réfléchissant, t'es assistante maternelle, t'es écrivaine, tu lances ta boîte, tu fais quand même beaucoup de choses. Même des gens qui sont à des postes très expérimentés, ils se lancent pas autant. Et je suis sûre que tu vas encore lancer plein de choses. Du coup, j'ai envie de savoir, ça veut dire quoi le pouvoir pour toi ? Je me suis posé la question, en fait, quand toi, tu m'as demandé de participer à ce podcast. Et en fait, j'ai une réponse sans en avoir une. C'est-à-dire que pour moi, le pouvoir, il est très, très vaste. Je crois que le pouvoir, on l'a en chacune, quel qu'il soit, en fait. Pour moi, c'est un mot qui veut tout dire. C'est le pouvoir de porter la famille, le pouvoir de pouvoir faire des enfants. Il y a des choses que nous seuls, on est capable de faire, sans être féministe du tout. Et en même temps, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'il y a des choses que seuls les hommes sont capables de faire aussi. Même si parfois on cherche beaucoup ce que c'est, mais voilà, non. Pour moi, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Le pouvoir, c'est toutes les petites choses qu'on peut accomplir au quotidien, en fait. Et quel que soit son poste et son niveau, en fait, au travail. Et je crois que c'est aussi ce qui m'a fait réaliser que j'étais capable de répondre à tes questions sur ce podcast. Alors, les Québécois utilisent le mot empouvoirer, qui est traduit de empowerment. Mm-hmm. Donc, quand est-ce que tu te sens, toi, empouvoirée ? Quand je crée. C'est-à-dire ? Quand je crée, parce que j'ai un mari à la maison qui est très attentif à ma création, en fait. Parce qu'il me répète constamment que tout ce que je fais, lui, il n'est pas capable de le faire. Et je me dis que ça, c'est mon pouvoir à moi. Et j'en ai un deuxième, c'est le pouvoir d'écouter les enfants, même quand ils ne parlent pas. C'est ce qui fait que j'aime ce métier aussi. Pour moi, ils sont la vie. Et en fait, il y a plein de choses qu'ils n'arrivent pas à dire parce qu'ils n'ont pas forcément les mots. Et mon rôle, c'est de les écouter. Pour moi, j'ai ces deux pouvoirs-là. C'est de pouvoir justement écouter ce qu'on ne dit pas et de sublimer les mots et de créer en fonction. T'en penses quoi du pouvoir d'écoute ? C'est le plus beau qu'on puisse avoir. En quoi il est beau ? Il est beau parce qu'il est gratuit, déjà. Et que tout le monde n'est pas capable de l'avoir. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens ne sont pas capables d'avoir ce pouvoir-là ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où, en fait, les gens, ils sont centrés sur eux-mêmes. C'est leurs problèmes d'abord et ceux des autres après.
Sauf que, en écoutant les autres, on se rend compte parfois qu'on peut avoir les mêmes soucis ou alors leurs problèmes peuvent faire écho à certaines petites choses qu'on a en nous. Et du coup, ça peut nous aider à aller mieux. C'est intéressant cette logique d'écho. Parce que toi, tu dis, en gros, quand les personnes nous parlent, finalement, ça peut répondre à nos problèmes à nous et en partageant, on résout nos problèmes. Sauf que la logique d'écho, on peut aussi la prendre en sens inverse. Il y a certaines personnes, justement, qui n'écoutent pas parce que ça fait trop écho à eux et du coup, ça crée une certaine violence. Ah oui, tout à fait. Il y en a qui sont pas capables d'entendre ou alors qu'ils l'entendent de manière trop violente. Et du coup, effectivement, ils veulent plus entendre, ils veulent plus écouter parce qu'ils sont plus en capacité de le faire. Qu'est-ce que tu penses du pouvoir d'être écouté ? J'en pense pas beaucoup. Parce que je ne me livre pas beaucoup. Non, mais je te pose la question, là, il y a vis-à-vis de toi, bien évidemment, mais quand les gens, tu les écoutes, eux sont écoutés. Oui. Et tu dis, le pouvoir d'écoute, c'est intéressant, parce que là, toi, tu l'utilises comme quelque chose de prépositif, comme se remettre en question. Oui. Moi, j'ai aussi entendu le pouvoir d'écoute comme la capacité d'analyser les autres et d'en faire ce qu'on voulait. En fait, c'est ça qui est intéressant. Oui. Dans le pouvoir d'écoute, il y a vraiment tout. Et c'est ce qui fait la différence, finalement, entre être écouté et vraiment écouter, et juste parler et que les gens l'utilisent. C'est pour ça que je te posais la question du pouvoir d'être écouté, parce que toi, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu écoutes vraiment l'autre. Ah oui. Dans son verbal et son non-verbal. Oui. Ah oui, oui. Et si on prend par exemple les enfants que tu dis que t'écoutes, avec leur non-verbal, j'imagine, quel pouvoir ça leur donne à eux, selon toi ? Je pense qu'ils sont plus sereins et ils sont en confiance. Et avoir la confiance d'un enfant, je crois que c'est ce qui est plus difficile, en fait, par rapport à un adulte. Parce que l'enfant, il sera en confiance s'il se sent choyé, s'il se sent écouté et entendu. Parce que c'est aussi deux choses différentes. On peut l'écouter et lui dire oui, d'accord. Et d'ailleurs, souvent, ma fille, le soir, elle me dit « Non, mais maman, je te parle !» Et pourtant, à ce moment-là, je suis fatiguée. Pourtant, ça a été mon rôle toute la journée. Mais c'est vrai que l'avoir fait toute la journée, le soir, j'ai envie d'une pause. Et quand c'est ma fille qui me le dit, c'est compliqué de rester ouvert et de capter ces instants-là, en fait. Et du coup, c'est ça que ça apporte à l'enfant, la confiance et la sérénité. Et en quoi tu penses que c'est différent pour un adulte ? L'adulte, il a grandi, l'adulte, il a eu des passages à vide, des passages de bonheur et des difficultés au quotidien. Et par rapport à ça, c'est peut-être pas forcément facile à lui de s'ouvrir à une personne lambda. Avoir confiance ou donner sa confiance dans ces moments-là, c'est pas forcément évident, quoi. En fait, ce que tu dis, c'est que si on construit la confiance avec les enfants dès le début, j'imagine que ce seront des adultes plus en confiance aussi. Ouais, exactement. Parce que pour moi, l'enfant, c'est vraiment la vie. En fait, si on l'aide à se construire et à lui donner les bonnes cartes, il pourra s'en sortir plus facilement. Je lisais un livre récemment sur les mythes grecs. C'est une personne qui a écrit beaucoup de livres sur les mythes et qui a voulu reprendre sur les femmes dans les mythes qu'on voit pas assez. Et notamment, elle parle de 3 nourrices. Qui sont les 3 nourrices du premier dieu ? Je crois que c'est Eros, mais on va sûrement me reprendre, mais c'est pas grave. Qui sont ces 3 nourrices qui passent comme ça subrepticement et qu'elle met en lumière. Et elle dit, il y en a une qui lui apporte la sagesse, une qui lui apporte le passé, une qui lui apporte le futur. Et elle dit qu'en fait, finalement, il est le dieu qu'il est parce qu'il a eu ses nourrices. Ouais. Je vois que ça te parle. Bah oui, clairement. En quoi ça te parle ? Parce que c'est vrai, en fait. Ça dépend de chaque personne, en fait, de chaque assistante maternelle et assistant maternel, parce que maintenant, il y a des hommes. On fait pas toutes pareilles. Puis on n'a pas tous les mêmes enfants aussi, parce que les enfants, ils ont aussi leur caractère quand on les a à la maison. Et on va être plus souple sur certaines choses et sur d'autres, mais il y a des bases qu'on a envie de leur inculquer. Et on sait que quand ils seront grands, on aura la fierté de se dire « ça, je lui ai appris ». Et on apprend vraiment les bases, en fait. On essaye d'apprendre la vie en société à ces petits. Et ça commence, c'est tout bête, mais ça peut commencer sur un repas à table, comment se tenir. Ça peut être tous s'écouter les uns les autres, lever la main quand on a des choses à dire, et surtout quand on a la bouche pleine d'ailleurs. Mais voilà, être patient aussi. Et c'est vraiment des règles de base, mais qui peuvent les aider plus tard, en fait. Même si on s'en rend pas forcément compte sur le moment. Qui peuvent aussi aider un peu les parents à la maison, du coup. Exactement, exactement. Quand je reçois les parents à la maison pour les entretiens, pour un futur travail, moi je leur dis, à la maison, je mange avec eux à table, on discute de tout à table, mais c'est les uns après les autres, et puis on s'attend avant de manger, on mange tous ensemble. Alors, ils m'attendent pas moi, parce que les pauvres, sinon ils mangeraient jamais. Et des fois, il y a des parents qui me regardent avec des gros yeux, et je leur explique que, oui, mais quand vous êtes au restaurant,
et que votre enfant, il sort pas de table? Parce que c'est des choses qu'il aura appris à la maison, en fait, chez moi. Ou quand vous êtes en famille et qu'il va pas vous crier dans les oreilles parce que vous parlez à votre maman ou vous parlez à votre cousine. Parce qu'il aura appris, en fait, à être patient parce qu'il voit que vous êtes en train de discuter à table. Du coup, à ce moment-là, les parents, ils nous regardent avec des yeux. Ah oui, oui, effectivement. Et c'est pas forcément des choses auxquelles ils pensent. Qu'est-ce que tu penses de l'idée même que j'avais avec cet épisode de podcast, de dire finalement, il n'y a pas de pouvoir au féminin sans nounou, parce que même si j'imagine que tu vois des papas, j'imagine que tu discutes beaucoup avec les mamans, et les mères que j'ai eues dans mon podcast, que toutes les femmes que j'ai eues n'étaient pas mères, mais celles que j'ai eues me disent, moi j'ai aussi eu de la chance parce que j'ai eu des personnes qui m'aidaient, parce que j'avais des gens qui s'occupaient de mes enfants, parce que voilà, ou parce que je les ai moins vus, enfin pour plein de raisons. Et t'en penses quoi toi de tout ça? C'est vrai qu'elles ont eu de la chance, parce qu'on n'est pas toutes conciliantes. Et j'ai eu des parents qui avaient un rythme effréné, en fait, et leur éducation, c'était pas de la non-éducation, parce que Dieu qu'ils étaient extrêmement bien éduqués. Mais moi qui suis plutôt une assistante maternelle maternante, du coup j'ai dû faire face à ces parents et notamment à cette maman qui avait un poste très haut placé, qui était présente pour eux quand il le fallait, pour inscrire ses enfants, pour tout en fait. Quand ils étaient malades, elle a toujours été là, mais par contre le côté maternant était mis de côté. Moi, maternante, j'étais là, mais non, en fait, elle est dans l'erreur, je comprends pas, et j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Et en fait, ça a fait des enfants complètement autonomes. Il y a une dame qui parlait notamment dans ton podcast où ses enfants, à elle, étaient devenus autonomes très vite. Et je crois que c'est aussi un bien, finalement. Tout dépend d'où on habite, parce qu'évidemment, dans la région parisienne, l'autonomie, c'est juste de l'indispensable. En province, on voit pas les choses de la même manière. C'est un peu plus cool. Cela dit, ces enfants-là, non seulement ils sont autonomes, mais en plus, ils ont une vision de la vie... Ils vont être beaucoup plus conquérants sur le travail et sur les amitiés qui vont se faire. Voilà, ça va être peut-être plus concret pour eux. Qu'est-ce que tu mets derrière maternant? Plus de câlins, plus de bisous, plus ouvert dans l'écoute aussi, dans les histoires, dans les petits moments à partager avec eux. C'est ça pour moi être maternant. Ok. Non mais c'est intéressant que tu dises finalement, quoi qu'il arrive, les enfants en fait, ils se débrouillent et puis la maman elle a aussi trouvé la bonne nounou qui allait bien aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est de l'indispensable en fait. Il faut vraiment pas s'arrêter au ouais mais moi je suis comme ça, est-ce que elle va l'accepter, la nounou va l'accepter ou pas? Si on voit que la nounou elle l'accepte pas et qu'elle juge, on passe à une autre. Faut pas s'arrêter à la première quoi. C'est important de mettre cette notion de jugement, puisque les femmes sont déjà jugées un peu partout. Oui. Si en plus elles sont jugées par ses propres nounous, on s'en sort pas. Les assistantes maternelles jugent beaucoup. Et pourtant, c'est un peu ce que tu disais en intro au début sur cette maman. Tu l'as jugée en fait au début oui, un peu. Complètement. Ah mais c'est vrai. Et aujourd'hui, si ça arrivait encore, j'aurais le malheur de le faire encore. Mais parce qu'au-delà du travail, je suis aussi humaine. Et pourtant, dans la vie, je ne juge pas. Mais les enfants, pour moi, c'est important. Donc c'est vrai que avoir une vision de l'éducation différente de la mienne, au départ, ça a été difficile à comprendre. Après, c'est intéressant parce que tu parles de la maman. Mais finalement, tu pourrais juger le papa aussi en vrai. Eh oui, mais c'est pas ce qu'on fait. Bah oui. Non, parce qu'assistante maternelle, c'était pour assister la maman. Et du coup, ça, c'est très, très, très ancré dans notre métier parce que dans nos formations, on va parler de la maman. Et il y a très peu d'assistants maternels, c'est ce qui est dommage parce qu'ils ont une vision du métier qui est encore différente de la nôtre, qui est peut-être moins maternante aussi. Mais c'est peut-être un préjugé, je ne sais pas. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai que les papas sont là, c'est sûr, mais différemment. Est-ce que c'est marrant, quand je t'écoutais tout à l'heure, moi, quand tu disais elle est là pour ses enfants, elle les inscrit, etc., moi, je me dis purée, la charge mentale, quoi. Mais c'est ça. Ah mais les mamans, c'est ça. Et les papas, aujourd'hui, et quels qu'ils soient, et même le couple que j'ai eu, d'ailleurs, c'était au début de ma carrière, combien de fois le papa, il est venu à la maison, je dis, mais vous venez chercher vos enfants, mais ils sont partis. Elle est partie. Ah, mais mince, c'est vrai, c'était son tour. Et en fait, parce que lui, il a la charge mentale du travail, de sa vie, de voilà. Et les enfants, c'est tout la maman, en fait. Donc elle sait, elle a un programme, elle gère, tac, 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 tout est carré dès le matin où elle se lève, en fait. Pose le pied par terre, elle sait ce qu'il faut faire de sa journée jusqu'au soir où elle se couche. Et le mari, s'il y en a, il est là, il suit. S'il est pas là, il suit pas. Et pour peu qu'il y ait des déplacements, c'est encore plus carré que d'habitude parce qu'il est pas là. Elle a pas trop le choix que de gérer
gérer toute seule, ou si c'est elle qui est en déplacement, parce que ça arrive aussi, tout est carré même quand elle est en déplacement, quoi. La mamie, la nourrice, l'assistante maternelle, le père, le voisin, le machin, le tonton, le tati, la mamie, elle sait qui va chercher les enfants et comment ça se passe. La charge mentale de la maman, c'est quelque chose à ne pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, les pères sont là. Parce que c'est vrai qu'en 10 ans de métier, j'ai quand même vu évoluer la famille, le couple et l'homme par rapport à la vie de famille. Mais il est là, il va chercher les enfants, il sait que ce soir-là, c'était à lui. Mais il n'empêche que tout le reste, c'est quand même la maman qui a fait. Et quand il y a des choses importantes à leur dire, il y a des dates. Oh, tiens, faut que je vous dise, là, il y a une sortie scolaire, ils vont avoir le papier, mais il n'y a pas eu l'imprimante après. Si je leur donne trop d'infos, les pauvres, c'est fini. Vous le redirez, vous lui enverrez un message, parce que... Oui, bon, j'enverrai le message, pas de problème. Voilà. Donc ça retombe sur la maman, quoi. Exactement. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la maman. Ça me fait penser à une autre déesse que j'ai lue dans ce livre, alors je crois que c'est Déméter, qui a pour rôle la superintendance de l'Olympe. Oui. Et en fait, ce que disait l'autrice du livre, c'est qu'il y avait donc 3 frères, 3 sœurs au tout début, les titans. Et donc, les 3 frères, ils ont eu la mer, les océans, les éclairs, et je sais plus pour le 3e, mais que des trucs plutôt bien. Et se sont retrouvés avec la mousson, la superintendance, et je ne sais même plus la dernière. Et en fait, elle s'est rendue compte que la superintendance, Déméter en si intéressant, c'est qu'en fait, elle régnait sur l'Olympe. C'est-à-dire que finalement, c'est elle qui organisait tout, sans elle, rien n'existerait. Qu'en fait, si elle disparaît, il n'y a plus rien. Ça me fait penser à ça, parce que tu sens la maman. Exactement. Oui, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. On le retrouve encore aujourd'hui. Tu as dit qu'il y avait quelques hommes qui étaient nounous aujourd'hui. Tu as dit qu'ils avaient peut-être une vision différente. Qu'est-ce que tu as comme idée en tête? Même si c'est stéréotypé, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu entends par vision différente? Alors, ils vont être, à mon sens, moins maternants du fait que ce soit un homme. Un homme va être beaucoup plus regardé et pointé du doigt qu'une femme en tant qu'assistante maternelle, notamment pour tout ce qui est sexualité, etc. Donc, je pense qu'il sera moins maternant de ce côté-là. Pour des raisons légales, en fait. Pour des raisons légales, exactement. Et ce sera peut-être quelque chose de moins naturel pour lui, où il va devoir faire ses preuves, tout simplement. Nous, on a des périodes d'essai, on a toutes des périodes d'essai quand on commence. Mais après, quand les parents ils nous voient, il y en a qui ont confiance tout de suite, qui est c'est vous et personne d'autre, ok. Mais je pense que les hommes, à ce moment-là, la période d'essai, elle aura toute sa signification, quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans la majorité des métiers très féminins, les gens sont ravis d'avoir un homme. Oui. Chez les nounous, pas forcément, apparemment, du coup. Pour des raisons légales. Ouais. Donc, ce qui ne veut pas dire que tous les hommes sont des agresseurs, bien heureusement, je le répète dans ce micro, c'est juste que 90% des agresseurs sont des hommes, et ça pose question. Évidemment, ça se comprend. Autre quelque chose que je me posais, vis-à-vis de tout ce que je disais sur le côté superintendance, sur le fait que, finalement... un peu un binôme, la mère et toi, en fait, sur la gestion de l'organisation, qui fait qu'elle accède au poste pouvoir, si elle en a, ou en tout cas à des postes, ou tout juste de travailler. Tu m'avais dit, ce podcast, il n'est pas fait pour moi, c'est pas ces femmes-là. Pourquoi est-ce que tu t'es tant différenciée, en fait? Parce que nous, on travaille en coulisses. C'est-à-dire? Nous, on aide ces personnes-là, en fait. Nous, on n'est pas en lumière. On va aider ces mamans, on va les supporter et on va les élever quand elles en ont besoin. On va les conforter dans le fait que ce sont des bonnes mères et que c'est pas grave en fait si elles ont raté le spectacle du jour ou je sais pas moi, si elle a pas vu le dessin que l'enfant a apporté ce jour-là parce que pour elle c'était pas important. Mais c'est pas grave en fait. Nous on va la conforter là-dedans dans ce rôle de mère et que si elle correspond pas à la caricature qu'on se fait de la maman, c'est pas grave. Le principal, c'est que son enfant, aujourd'hui, il a souri, il était heureux, il était fier de lui. Le reste, il n'y a rien d'important, quoi. Donc nous, je parle pour moi, parce que je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais moi, mon rôle, c'est pas d'être en lumière, en fait. Moi, je suis pas capable de faire tout ce qu'elles font, ces mamans, tout comme je pense que l'inverse est possible aussi, parce que quand elles arrivent à la maison et que j'en ai 6, et là, mais comment vous faites? Elles sont complètement démontées, rien que le fait de les voir, quoi. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de faire les fondations, de construire les fondations, en fait. Les fondations d'une famille. La mise en lumière, c'est intéressant parce que beaucoup de ces femmes disent qu'elles ont dû apprendre la mise en lumière. En fait, la mise en lumière pour une femme, c'est pas forcément une évidence. Non. On nous l'a pas appris. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvée alors quand tu as écouté le podcast et que tu t'es lancée? Alors, je me suis retrouvée dans toutes ces mamans, dans toutes ces femmes qui disaient être aussi des mamans.
C'est mon cœur de maman, en fait, qui a sonné à ce moment-là, quand je les entendais toutes, et peut-être aussi mes préjugés, comme on disait tout à l'heure, quand elle disait, moi, elle était chez l'assistante maternelle, elle était chez la nounou, et c'est vrai que j'aurais pas pu y arriver sans elle. En fait, du coup, je me suis dit, mais attends, moi aussi, je suis nounou, mais alors, et moi, dans ce rôle-là, qu'est-ce qui a autant d'importance dans ce rôle-là? Parce que elle, femme de pouvoir, elle dit ça de mon métier, elle en a une qui est super, mais et moi alors? Parce que je suis nounou, oui, mais j'ai aussi d'autres rêves ou à défaut, j'ai d'autres envies en tout cas. C'est souvent noyé en fait. Ces envies-là, je les mets de côté, ou elles sont souvent noyées par la fatigue de la journée, parce que 6 enfants plus les miens, c'est pas forcément évident tous les jours, surtout avec un ado. Et du coup, ça m'a mis un peu un coup de pied au derrière, en fait, pour me poser les bonnes questions et me dire, si elle dit ça de sa nounou, si elle en parle si bien, et si autour de moi, on dit toutes ces gentilles choses, c'est que moi aussi, finalement, je peux correspondre à ce que dit la dame, mais est-ce que ça me suffit? Tu vois? D'être la super nounou. Ouais. Eh non, parce que je suis pas que ça. J'aime pas rentrer dans des cases. J'ai jamais aimé ça, parce qu'on a toujours voulu mettre des étiquettes de par le physique. Et du coup, ça m'a pas plu. Et comme ça m'a pas plu, je pars du principe que quand ça plaît pas, on change ou on évolue. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai tiré le fil et j'en suis là aujourd'hui. Et t'as lancé tes créations, t'as lancé tes ventes, soit sur Instagram, des bijoux, des décorations, et t'as fait ton premier marché de Noël. Voilà, c'est ça. Je me suis mis, puis sacré objectif en plus, parce que marché de Noël, et j'ai écouté ce podcast, c'était au mois d'août, je crois. J'étais en train d'éplucher mes patates pour faire la purée du midi. Donc voilà. Et je me suis dit à ce moment-là tout ça, et je me suis dit, ça fait des années que j'en parle. Je fais beaucoup de choses. Tout le monde me dit que j'ai les mains en or, que je suis capable de plein de choses. Et ok. Pas de problème, on y va. Je vais faire le marché de Noël. Et moi, j'ai la chance d'avoir une super famille qui me soutient dans tout ce que je fais. Et du coup, c'est aussi grâce à eux si j'ai réussi cette année. Mais pendant 4 mois, ça a été un rythme effréné, quoi. Famille, c'est ton conjoint, tes enfants, tes parents? Oui, exactement. Et puis ma tante aussi. Ouais. Et ta tante aussi. Et je précise quand même que t'adores quand même ton métier de nounou et c'est faire des choses en plus. Ah oui, parce qu'en fait, je suis tout ça. Je suis pas que nounou, mais je suis pas que créatrice et je suis pas que auteur. Je suis vraiment tout ça. Mais c'est vrai, en plus. C'est-à-dire que pendant 4 mois, on va dire depuis le mois de septembre, depuis que l'école a repris, je travaillais non-stop. C'était, j'arrêtais mon boulot de nounou, je reprenais, je m'asseyais pas. C'est-à-dire que je travaillais et le soir, je me posais pas sur le canapé, je retravaillais après manger. Et seulement à ce moment-là, j'allais me coucher. Donc ça a été 4 mois comme ça. Et quand ça s'est arrêté, quand j'ai fait le marché de Noël, pour moi, tout le monde me disait « Ah, mais tu vas voir, machin ». Je disais « Non, on fait le marché de Noël, on verra après. Après le marché de Noël, je recommencerai à vivre normalement. Je sais pas, posez-moi la question plus tard. » Et une fois que le marché de Noël, il est passé, en fait, j'ai eu un gros creux. Je me suis dit « Mais j'en peux plus, je suis fatiguée. » Et en fait, il y avait quelque chose qui me manquait. J'étais plus créatrice. Alors, ma mère, elle m'a dit « Ouais, mais t'es pas créatrice, mais t'es auteur aussi. Peut-être falloir que tu te remettes à écrire. » Oui, effectivement, oui. Et c'est vrai que ça me manquait. Et à partir du moment où j'ai plus créé de mes mains, c'est ma tête qui a pris le relais et qui s'est replongée en fait dans l'univers de l'écriture, les histoires, etc. Et là, il va falloir que je m'y remette, parce que du coup, ça boue là-dedans. Après, l'écriture, c'est aussi de la création. Hein. Ouais, exactement. Mais autrement. Autrement, mais c'est pas non plus un métier qui n'est que dans sa tête, c'est pas comptable. Non. non. Bien sûr, les comptables font d'autres métiers plus larges, mais je veux dire, ça reste de la création, c'est écrire des histoires, inventer des choses. Je disais, t'as quand même 6 livres publiés de nouvelles. Oui. Depuis quoi, 5 ans, 6 ans que t'es... Oh non. Sacha, il a 15 ans, ça a commencé avec lui. Donc ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans. Et ça fait 15 ans que t'es publié ? Non, ça fait pas 15 ans que je suis publiée. Je suis publiée peut-être depuis une dizaine d'années, je dirais. Je tout fais en même temps, je crois. Oui, il y a quelque chose qui me fascine quand même quand je t'écoute, c'est que tu dis « je me sentais pas comme ces femmes, j'ai écouté ton podcast, j'ai me donné un coup de pied aux fesses et j'ai me lancé ». Enfin, assistante maternelle, il faut quand même rappeler que c'est un métier où tu es à ton compte. Alors oui, tu es employée par les différents parents, mais tu restes sur un métier à ton compte. Et puis surtout, tu es autrice depuis des années. Donc là, tu t'es rajouté une activité, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même intéressant de dire qu'il a fallu que tu te donnes un coup de pied aux fesses pour. Oui. Parce que j'en ai jamais assez. Je crois que je sais pas ce que je recherche après tout ça. Peut-être que je cours après quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Peut-être de me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose que ça. Nounou ? Non, pas que nounou. Peut-être que c'est la recherche de moi-même, en fait. Créer me fait du bien. Parce que j'ai la conception du besoin qui est concret.
Mon mari me dit, mais moi j'ai besoin de toi, mais j'ai pas besoin de toi concrètement, j'ai juste besoin que tu sois là et que tu m'aimes et que voilà. Le fait de t'avoir, ça concrétise mon besoin. Sauf que moi, mon besoin est concret, en fait. Et tant que je crée pas, tant que je fais pas quelque chose de mes mains, de ma tête ou de ma vie, et ben du coup, j'ai l'impression d'être personne. Ok. Voilà. Le fait d'être visible, finalement. Ouais, exactement. Mais d'être visible et étonnamment, moins on me voit, mieux je me porte. Voilà. Et pourtant, autrice, aller vendre sur les marchés, c'est vraiment une visibilité. Se mettre sur Instagram, c'est une visibilité. Oui, mais je sais pas faire encore les réseaux sociaux d'ailleurs. Je crois que personne en vrai. Il y a des professionnels, mais je crois qu'en vrai, c'est compliqué. Non, mais même juste d'aller sur le marché, d'exposer tes créations. Et ça a été très difficile. Ça, honnêtement, ça a été très difficile. Et je crois que si je l'ai pas fait toutes ces années, c'est justement pour ça, en fait. Puis en plus, le faire dans ma ville, c'était juste pas possible, quoi. Je connais tout le monde me connaît, on me pointe du doigt. Et c'était rigolo d'ailleurs, parce que sur le week-end, parce que c'était en plus sur 2 jours, j'ai pas pris une journée, c'était 2, et toute la journée, et ben les gens venaient et me disaient, mais vous êtes pas assistante maternelle, vous êtes pas nounou? Si, je suis nounou, mais pas que, en fait. Tu vois, les gens, ils ont vraiment l'habitude de nous foutre des étiquettes partout, quoi. C'est marrant cette obsession de l'étiquette. Tu disais tout à l'heure, je supporte pas l'étiquette en anatomie. Et là, j'ai l'impression que tu démultiplies les étiquettes. Mais c'est ça, mais parce que... Et chez les enfants, c'est pareil. On en met à tous les enfants. On doit rentrer dans des cases avec des étiquettes. Et si on les a pas, et ben alors on correspond pas au moule. Le moule est défectueux. Donc l'enfant, il a un problème. Et je crois que j'ai grandi avec cette idée-là que Élodie, elle avait un problème. Élodie, elle était pas normale parce qu'Élodie, elle correspondait pas aux critères voilà. J'ai grandi avec ça et peut-être que ma défaillance, elle est là, mais ça fait peut-être partie de mon pouvoir aussi du coup, de sublimer ce qui ne va pas. Et c'est pour ça que je regrette tout le temps. T'as parlé d'étiquette, t'as parlé à un moment de physique. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire là derrière? Qu'est-ce que tu veux compter? Puis t'as aussi parlé du fait que il arrive plein de choses dans la vie et on est qui on est, que ça forme qui on est. Du coup, qu'est-ce que t'as envie de partager vis-à-vis de ça? Et en fait, le préjugé commence juste par les yeux. On s'arrête uniquement dès qu'on voit une personne, on se fait une idée d'elle. Conscient, pas conscient, on se fait une idée de la personne. Et que ce soit adulte ou enfant d'ailleurs. Un enfant, une petite blonde bouclée aux yeux bleus, on va dire « Oh, elle est trop mignonne !» Avec joufflu « Oh mon Dieu, elle est mignonne !» On met la même 20 ans plus tard, toujours aussi joufflue, toujours aussi bouclée, toujours aussi blonde. On va dire « Mais qu'est-ce qu'elle est grosse celle-là !» Tu vois ? Donc le préjugé commence par les yeux. Et au lieu de développer cette pensée par la bouche, développer d'abord la pensée intérieure et arrêter le jugement verbal, tout simplement. Ça ira pas plus loin que ça. Je crois que le jugement peut tuer quelqu'un, en fait, honnêtement. C'est fort ce que tu dis. Ouais. Le jugement peut tuer quelqu'un. Tu l'as vécu comment, toi, le jugement? Très mal. Très bien, ça se voit d'ailleurs. Non, j'ai très très mal vécu. Très très mal vécu parce qu'on est jugé en permanence, que ce soit de manière volontaire ou pas, d'ailleurs, que ce soit dans la famille ou pas, on est constamment jugé. J'ai grandi avec un poids qui excédait la norme, avec un physique qui ne correspondait pas à la norme. Et du coup, par rapport à ça, si tu veux, je me sentais mal. À l'époque, on n'allait pas chercher pourquoi elle est comme ça. À l'époque, on disait, elle est comme ça, il faut qu'elle perde du poids. Donc à 10 ans, 12 ans, on a commencé les régimes, on a commencé les médecins, etc. Et les médecins, on voit cette petite blondinette aux boucles, j'ai pas les yeux bleus, mais cela dit, on la voit comme ça, on se dit, il faut qu'elle perde du poids. On est venu voir le médecin pour ça, il va nous dire ce qu'il faut pour qu'on perde le poids. Et évidemment, ça marche, parce qu'on a la famille qu'il faut, parce qu'on a une famille aimante. La famille veut qu'on aille mieux, donc on va perdre le poids, et puis le poids va remonter. Et forcément, on va en prendre plus. Qu'est-ce que ça donne pour cette petite fille qui est à l'extérieur et qui est à l'école? Elle a perdu du poids, mais elle en a repris, donc du coup, c'est pire. Donc non seulement elle avait des problèmes avant, mais alors elle en a encore plus, parce qu'elle a essayé, elle n'a pas tenu. Donc du coup, elle est encore plus grosse qu'avant. Donc cette petite grassouillette joufflue, elle se sent encore un peu plus mal qu'avant. Et ça, on peut pas le savoir, si tu veux, si on s'arrête au jugement par les yeux. Tout ce qu'on voit, c'est pas forcément la vérité. C'est-à-dire? Elle est grosse, oui. Mais elle est grosse pourquoi?
Et moi, c'est ça que j'essaye de faire comprendre aujourd'hui, notamment aux enfants. C'est OK, aujourd'hui, elle est pas contente. Aujourd'hui, elle a mangé plus. Aujourd'hui, elle a voulu mettre son pull bleu alors qu'elle le déteste. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On apprend, on écoute, et puis, il y a une explication ou pas, parce que des fois, il y en a pas. Mais c'est pas grave. Tu vois, si on s'était juste arrêté, aujourd'hui, elle est plus bouche-bouche que d'habitude. Ou il, d'ailleurs. Et mais elle m'a cassé les pieds, j'en peux plus. Mais pourquoi t'es comme ça ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Et en fait, quand on creuse, quand on s'arrête pas, en fait, à l'action des yeux, et qu'on le voit bouche-bouche, on le voit excité, ou on le voit triste, ou on le voit rire aux éclats, ouais, mais pourquoi ? Et à partir de là, si tu veux, à partir du moment où on a une explication, du coup, on devient beaucoup plus empathique au monde qui nous entoure et beaucoup plus ouvert aux autres. À supporter, c'est beaucoup plus facile pour la petite joufflue bouclée, si on reprend la même image. D'où ton super pouvoir. Ouais, c'est ça. D'où le super pouvoir. Je sais pas si tu sais, mais il y a une photo qui va avec le podcast. Je te l'ai pas dit, avec l'épisode. Non. Tu le vis comment, ça ? Une photo de moi ? Il y a une photo de toi qui sera en première page, affichée à côté du nom de l'épisode. Vu ce que tu viens de me dire, j'ai envie d'avoir ton avis sur le sujet. D'accord. Écoute, je vais le vivre bien parce que je suis auteure aussi. Et qu'en tant qu'autrice, il a fallu des photos aussi. Et ça, ces photos-là, je les ai pas bien vécues du tout. Mais je me suis faite parce que je suis comme je suis, quoi. On me prend comme je suis, sinon on me prend pas. C'est quoi ton rapport à l'image aujourd'hui ? Il est chouette. Mon image à moi me plaît pas, mais par contre, mon regard sur ce que je suis est beaucoup plus beau que ce que ça a été quand j'étais jeune. Parce que j'ai appris, justement, avec des nombreuses années de thérapie et puis des grandes discussions avec mes amis d'enfance, que, en fait, tout est une question de perception, d'où les yeux. C'est-à-dire que si la petite fille, elle avait eu le recul que j'ai aujourd'hui, je me serais rendu compte que peut-être que j'aurais eu plein de petits copains ou plein d'autres copines si j'avais vu la vie avec mes yeux d'aujourd'hui. Et tes yeux d'aujourd'hui, ils jugent encore ? Ils jugent encore malgré moi, ouais. Et je déteste ça. Et en fait, quand je le fais, je m'aime un peu moins. Parce que je supporte pas. Je supporte pas parce que je l'ai trop subi étant gosse, où j'ai eu l'impression parfois dans des situations qu'on me jugeait alors qu'on me jugeait pas. Et en fait, je suis traumatisée par le jugement des autres. Et du coup, je ne veux pas le faire consciemment. Malheureusement, inconsciemment, ça m'arrive. Et des fois, il y a des trucs, et je regarde pas la télé. Mais alors, quand je regarde la télé, je dis « Oh, ah mon Dieu, mais je l'ai jugé. Ah, mais c'est horrible. » Et j'éteins la télé, je m'en vais parce que je supporte pas. Mais malheureusement, ça m'arrive. Et comment on sort du jugement, alors ? Jamais. Jamais ? Non. On est coincé à vie ? Non, on s'en sort. Comment on s'en sort ? En fait, je crois, de mon point de vue, on pourra jamais s'arrêter de juger. En revanche, on pourra toujours se rendre compte qu'on juge. En fait, c'est ça qui va changer. Se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Et du coup, changer cette image-là. Tu juges, ouais, ok, mais pourquoi ? En fait, il a rien fait de mal. Tu vois, il a un gros nez. Et alors ? C'est pas de sa faute, il est né avec. Et toi, alors, t'as bien un gros ventre ? Ouais, c'est vrai, je suis pas née avec, mais enfin, voilà, il y a une histoire derrière, donc c'est comme ça. Et en fait, c'est ça qui va changer. C'est pas le jugement, c'est ce qu'on en pense derrière. Et du coup, ces enfants que t'as qui rentrent pas dans les critères, tu dois en avoir quelques-uns. Ah, j'en ai plein. Et en fait, j'en ai tous. Honnêtement, hein, si tu mais je te promets, c'est vrai, en 10 ans, ils sont tous différents. Tous différents. Alors, j'en ai eu un en particulier, et si les parents m'écoutent, ils sauront que c'est lui. Parce que, mon Dieu, que je l'ai aimé, ce garçon. Et je l'aime encore, parce qu'aujourd'hui, je le vois. Et il est tout souriant. Et pourtant, c'est vrai qu'avec les parents, ils m'ont vu le soir, quand j'ouvrais la porte, la maman, elle avait peur, est-ce qu'elle va pleurer aujourd'hui? Parce qu'il était pas facile, parce qu'il était très bouge-bouge, parce que lui, il aimait vivre dehors, même quand il faisait froid, qu'il pleuvait, qu'il neigeait, il fallait aller dehors. Et en fait, c'est ça, les enfants, c'est qu'ils sont tous différents. Et aujourd'hui, l'école, ils doivent rentrer dans leur case, ils doivent faire ça, 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 et si le travail, il est pas fait comme on leur demande, ça va pas, faut reprendre. Jusqu'à ce que ce soit parfait. Sauf que la perfection, elle n'existe pas, en fait. C'est marrant ce que je dis, ça me fait écho au monde de l'entreprise, parce que tu compares les enfants et les adultes, mais en vrai, tout ce que tu me racontes, je l'entends chez les adultes. Ah oui.
Dans le sens où cette obsession de rentrer dans le moule, aujourd'hui, il est en train de casser le moule. Parce qu'en fait, le monde tel qu'on l'a connu est en train de casser pour plein de raisons. Et c'est vrai que quand le moule casse, on ne sait plus quoi faire. On crée d'autres moules. Oui, c'est ça. On essaie de les créer ou alors on répare les fissures. Et en général, ça refissure. Oui, ailleurs. Oui. Et le super pouvoir de l'écoute, je t'ai challengé un peu tout à l'heure dessus, mais c'est parce qu'en fait, l'écoute, c'est la clé de la confiance. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Adulte ou enfant. Et en plus, là où tu as raison, je trouve, c'est que les adultes, en plus, font moins confiance parce qu'ils ne l'ont pas forcément eu petit, parce que c'est un rapport à la confiance en soi aussi. Et donc, en fait, l'écoute, elle est peut-être encore plus importante chez les adultes si vraiment on veut créer un monde de confiance. Je ne dis pas qu'elle n'est pas moins chez les enfants. Hein. Oui. Je dis juste que... elle est plus facile chez les enfants. Elle est plus facile chez les enfants parce qu'ils font naturellement confiance. Exactement. Donc en fait, tant qu'on continue à les écouter, ils nous croient. Chez un adulte qui est en perte de confiance totale, même si on fait beaucoup d'efforts, ça peut être compliqué. C'est la vraie différence. Mais en vrai, ce que tu racontes chez les enfants, on le retrouve chez les adultes. Oui, chez les adultes. Tu as écrit des livres donc, qui sont en un seul livre et tu as écrit des histoires avec plusieurs tomes. Oui. Un avec 2 tomes, un avec 4 tomes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. C'est plutôt sur, moi je dirais, du rom-com, comédie romantique, si je ne me trompe pas. Ouais. Catégorie rom-com. Et en fait, ce que je retrouvais intéressant aussi dans tes livres, et surtout sur les premiers avec 2 tomes, c'est que je retrouvais aussi les caractéristiques du monde de l'entreprise, d'une organisation. Ouais. Parce qu'en fait, comme tu le dis là, tu parles beaucoup évidemment des enfants parce que c'est ton métier, le rapport aux enfants, mais en fait, ils construisent la société de demain. Oui, c'est ça. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on en fait les adultes de demain, on en fait les directeurs de demain, on en fait les organisations de demain, et les ingrédients clés de la confiance, etc. C'est important. Tu as parlé beaucoup de la confiance avec les enfants, qu'en est-il de la confiance avec les parents ? Alors, ça commence dès le premier rendez-vous. En général, on en a un avec moi. En général, ça suffit. Quand ils ont besoin de 2, on se dit « Ah, tiens, c'est qu'ils n'ont pas eu confiance ou il y a eu quelque chose qui fait que... » Et on n'a pas forcément la même vision des choses. À partir de là, on sait que ce sera difficile pour eux de faire confiance. Après, pour installer cette confiance, moi, je suis quelqu'un de transparente. Je fais quelque chose avec les enfants, je dis quelque chose avec les enfants où il y a quelque chose d'incroyable, ou pas d'ailleurs, qui va se passer dans la journée. Et ben aujourd'hui, on a le téléphone. Et ça, c'est super. Du coup, je fais beaucoup WhatsApp avec eux. Donc, ils reçoivent énormément de photos, énormément de petits textes. Et ça, si tu veux, ça va aider à développer la confiance avec les parents. Parce que ils n'ont pas le choix que d'avoir confiance. Ils passent le premier entretien avec nous, ils ont déjà une idée. Si on en fait un deuxième, c'est qu'on sait que là, il y a quelque chose qui va pas. Et à partir de là, s'ils décident de signer avec nous, ce sera à nous, du coup, de leur prouver qu'ils peuvent nous faire confiance, les yeux fermés. Après, une fois que j'ai l'enfant, j'envoie des photos, des vidéos, des textes, etc. via le téléphone ou les mails. Et après, c'est gagné, en général. La transparence, quoi. Oui. Et tu mets pas les pieds dans le plat sur le deuxième rendez-vous ? S'il y a une demande de savoir ce qu'il n'y a pas... Je demande, qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on se retrouve encore ? Sur quel point ? Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle avait rencontré d'autres assistantes maternelles et qu'elle faisait ça, pourquoi moi je le faisais pas ? Et j'ai dû me justifier par rapport aux autres. Comme je suis transparente, du coup, elle a tout de suite compris que j'étais honnête sur ma manière de travailler et que moi, j'en rajoutais pas, en fait. Je suis comme ça dans la vie, mais parce que je suis comme ça dans ma vie de famille aussi et dans ma vie amicale aussi. C'est-à-dire que je vais pas faire des choses en plus ou en moins, juste pour plaire aux parents au moment de l'entretien. Et du coup, elle a compris et en fait, ça l'a détendue, tout simplement. Après, j'imagine que c'est plus difficile pour les parents pour la première fois de laisser leur enfant aussi. Il y en a, oui. Alors, c'est rigolo, hein. Et c'est pas forcément ceux auxquels on croit. Et aujourd'hui, on fait des enfants, mais beaucoup plus tard. Donc, on a des parents beaucoup plus âgés. Avant, on avait 24, 25 ans. Voilà, c'était l'âge moyen. Et aujourd'hui, non. C'est plutôt 35, 40 ans, quoi. Et du coup, ces gens-là, comme ils ont mis du temps parce que ils ont fait passer probablement leur carrière avant ou d'autres raisons médicales ou pas, tout simplement, et qu'ils arrivent en fait à faire leur enfant, ils vont le choyer, ils vont le coucouner, ils vont être très critiques sur beaucoup de choses que eux, ils voient les choses comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Donc c'est à nous de leur amener petit à petit à une vision beaucoup plus ouverte sur la vie de l'enfant. Et ça se passe bien ? Ça dépend, mais en général, oui. Qu'est-ce qui fait que tu les amènes à voir plus ouverts, du coup ? Comment tu fais ? C'est ça, hein, c'est la transparence, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein.
C'est que vous lui faites manger uniquement ce qu'elle a envie, d'accord. Ok, pas de problème, j'ai compris. Donc pendant un temps, elle va manger que des cordons bleus. Et puis, finalement, ce que mangent les autres, c'est plutôt pas mal. Hein. Tiens, nounou, je peux goûter ? Oui. Et aujourd'hui, je l'ai plus, ma bichette, mais son goût s'est transformé. Enfin, il s'est amélioré. Je veux dire, avec moi, elle a goûté à tout. C'est parce que j'écoute l'enfant, mais j'écoute dans le bon sens, en fait. J'écoute pas uniquement ce qu'il me dit, je veux pas. Ça, en fait, nous, c'est pas vraiment notre problème. Nous, notre souci, c'est vraiment, au fond, ce qu'il pense et ce qu'il a vraiment envie. En même temps, ça devrait être partout, pour tout le monde, en fait. Ouais, mais... Oui. Je veux pas. Oui. Non, en fait, pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est intéressant. Les deux grandes valeurs que tu prônes, qui sont quand même l'écoute et la transparence, c'est les valeurs qui sont prônées aujourd'hui dans notre organisation, par le management, en fait. Ouais. Parce que c'est les deux grandes valeurs qui permettent de créer un environnement de confiance. Comme tu l'as très bien dit, c'est ça qui fait qu'on est en confiance, parce qu'on se sent écouté et parce qu'on sait qu'on ne nous ment pas. Parce qu'en fait, c'est clair. C'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, et ça, c'est très important, parce que tu le précises. On n'a pas besoin d'être d'accord, on n'a pas besoin de voir tout sur tout. C'est OK. Et il y a aussi une autre chose que tu dis, c'est la notion de respect. C'est-à-dire que même si tu n'es pas d'accord avec les parents, tu vas respecter. Si elle ne mange que des cordons bleus, tu vas lui faire que des cordons bleus. Ce qui ne veut pas dire que demain, si elle change d'avis, tu acceptes qu'elle change d'avis. Ça t'arrange un peu, faut se le dire. Mais dans l'absolu... Dans l'absolu, on est parti sur des cordons bleus. Et ça, c'est hyper important, parce qu'il y a quand même deux choses là-dedans. Il y a la notion de respect et il y a la notion que le changement, ça s'accompagne. Et dans son cas, ça s'accompagne par l'envie. Oui. Les enfants, de plus en plus, on les accompagne par l'envie. Les adultes, on a l'impression que c'est que par la contrainte. Parce que les enfants, ça a longtemps été par la contrainte et ça l'est toujours. Ah oui. On leur apprend aussi à faire des choses qu'ils n'ont pas envie, quoi. Mais il y a la notion de contrainte aussi, de respect à l'autre. C'est aussi le fait de s'écouter, de lever la main, voilà. Mais là, tu as un accompagnement sur l'envie qui est intéressant. Enfin, là, par rapport à la nourriture, notamment. C'est pour ça que je trouve le parallèle intéressant. Je me posais la question de sororité, qui n'est pas un mot français, puisqu'on l'a pris des Américains et on l'a toujours pas dans le dictionnaire, mais on sait ce que ça veut dire. Comment ça se passe ? Parce qu'on dit toujours dans un monde de femmes, c'est compliqué. Là, tu es dans un monde de nounous, majoritairement féminin, disons-le nous. Oui. Comment ça se passe, la sororité, chez vous ? Ça se tire beaucoup dans les pattes. Donc pas vraiment, finalement. Non. C'est lié à quoi ? C'est lié au fait que chacun veut ses parents ? C'est lié à quoi ? Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de jalousie. C'est beaucoup de jalousie parce que, justement, le métier, en fait, c'est devenu un métier depuis peu, en fait, et reconnu Depuis en tant quand, que... du coup ? Alors moi, ça fait 10 ans, et en fait, je pense que ça doit faire peut-être moins de 20 ans, je dirais. Ok. Parce que ça a même encore changé il y a peu. Le diplôme a encore changé il y a peu. Aujourd'hui, on demande de faire des stages chez des assistantes maternelles, on demande de faire des stages en crèche, alors qu'avant, pas du tout. En fait, il y a 10 ans en arrière, pas du tout. On n'était même pas obligé de... D'ailleurs, moi, j'ai pas le diplôme CAP Petite Enfance. Ça porte plus ce nom-là aujourd'hui, mais le CAP Petite Enfance, pour être assistante maternelle, on n'était pas obligé de le passer en entier. Puis bon, comme moi, je viens de l'hôtellerie-restauration, il y avait une branche que je voulais pas faire, puisque c'était apprendre à faire une tarte, à cuisiner. J'ai eu mon bac professionnel avec mention dans l'hôtellerie-restauration, excusez-moi, mais je pense que l'entente vient de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des anciennes. Quand j'ai commencé mon métier, pour te dire, on était dans notre ville, on était 90. C'est ce qui était énorme. Oui, c'est beaucoup. Juste pour précision, pour les auditeurs, j'ai quitté Paris pour l'exception. Et je suis revenue dans ma région natale, et donc je suis dans la banlieue de Grenoble. On est sur une ville de 6 000 habitants, on est d'accord ? 10 000 maintenant, 10 000 je crois. maintenant, ouais. ok. Mais il y a 10 ans en arrière, peut-être pas autant. Donc on était 90, et aujourd'hui, on doit être autour de 35. Donc on n'est pas beaucoup. Et en fait, je pense que ça vient de là. Les anciennes... C'était un travail à l'instinct, où on avait confiance en elle ou pas. Si on avait confiance, on confiait nos enfants, et puis basta, quoi. Elles travaillaient à l'instinct, il n'y avait pas de choses à faire, on ne leur demandait pas de faire des activités. Le repas, c'était comme la nounou le souhaitait. Tout était vraiment en fonction de la personne. Et aujourd'hui, on a un diplôme. Donc, on a des jeunes diplômés, où on leur a tout appris, qui sortent de là, moi j'ai appris, donc je suis contente, je sais, il y a plein de choses que je sais. Ouais, mais en même temps, t'as les anciennes. Donc quand t'as les parents qui arrivent et qui ont des rendez-vous avec l'ancienne, on va dire ça comme ça, et puis avec la toute jeune, qui sort nouvellement diplômée, et qui dit, moi je vais prendre la nouvelle parce que elle sait plus de choses.
Et ben en fait, l'ancienne, elle a quand même l'expérience. Et du coup, elle va râler, elle va pas forcément être très sympa non plus. Après, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que finalement, c'est une question de génération. À l'ancienne, j'imagine que c'est 50 plus. Oh non, non. Quand je dis ancienne, c'est 50-60 parce qu'il y en a qui partent à la retraite, mais qui gardent quand même Ah oui, donc on est pour vraiment complément. proche de 60. Donc oui, on est oui. On est vraiment Quand sur génération ancienne, c'est X, vraiment oui, ok. tout à fait. Il y a ça, et puis ce que j'entends malheureusement, et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de choses, c'est qu'il n'y a pas la notion de transmission. C'est-à-dire que c'est là où ça bloque, mais c'est pareil dans les organisations, c'est que finalement là, il y a une confrontation entre anciens et nouveaux, indépendamment de femmes et d'hommes. Oui, Je tiens à le préciser. Oui. Du coup, c'est pas une histoire de femmes. Non. Une histoire de métier. C'est qu'en fait, c'est quand les nouveaux arrivent avec des nouvelles technologies, des nouveaux modes de faire, et qu'on attend que les anciens partent à la retraite et qu'il n'y a aucune transmission. Donc évidemment, quand il n'y a aucune transmission, se pose la question de à quoi a servi notre métier toute notre vie, finalement, qu'est-ce qu'on a appris, et se pose la question de valeur. Et ça crée un conflit, en fait, qui n'a rien à voir avec le genre. Oui. Mais qui a à voir avec le fait que c'est finalement un irrespect pour les plus anciens. Ouais, exactement. Ben oui, parce qu'on les consulte pas. On les consulte pas. Le problème, il est là. Et on les considère moins. Eh oui, Donc, tout à fait. Et arrivent les petites nouvelles. Donc voilà. Non, mais c'est intéressant de le mettre dans ce contexte-là. Ouais. Parce qu'on parle toujours des femmes qui se crêpent le chignon. Mais en fait, là, c'est pas le cas. C'est pas une question de femmes qui crêpent le chignon. Non, pas uniquement. Après, je pense que le monde des femmes favorise aussi, honnêtement. Hein. Les femmes, c'est pas forcément facile, mais puis notamment plein de préjugés. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on voit beaucoup d'enfants, on voit beaucoup de parents différents, beaucoup d'éducations différentes et plein de préjugés. Préjugés par rapport à quoi ? Sur l'éducation de l'enfant, sur le rythme de vie aussi, et le rythme de l'enfant. Et là, on en entend beaucoup, quoi. Et pas forcément de manière positive. Hein. Mais de la part de qui, j'ai du mal à comprendre. Des assistantes maternelles. Hein. Qui ont beaucoup de préjugés sur tout ça, en fait. Ouais. Après, il y a de tout dans notre métier, comme partout, hein, si tu veux. Et je pense que c'est pas un monde très facile à ce niveau-là. Ok. Sur la notion de préjugés, en fait, vous êtes au cœur des stéréotypes aussi. Hein. Oui. Puisque vous êtes au cœur des stéréotypes des femmes, des mamans, de l'éducation, on l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est ça. Et puis, un garçon, ça joue avec les voitures. Et puis, la fille, ça joue avec la cuisinière, quoi. Je veux dire. Ne serait-ce que ça. Aujourd'hui, ça change. Et puis, on s'en fiche un peu plus, on va dire, qu'avant. Mais avant, c'était les caisses du garage, tiens, avec les voitures, puisque j'ai un petit garçon, je vais sortir mes caisses, tiens, joue avec. Alors, on s'en fout, quoi. C'est un garçon, il veut jouer avec la cuisinière, il joue avec la cuisinière, il veut jouer avec les poupées, il joue avec les poupées, quoi, je veux dire. Et aujourd'hui, ça va mieux. Mais alors, quand on va au relais assistante maternelle, on voit de tout, quoi. C'est intéressant, j'y ai pas pensé. Il y a la notion justement d'éducation aussi du genre, finalement chez la nounou, puisqu'on en parle de l'école, mais en fait. Mais oui. Et tu dis au centre d'assistante maternelle, en fait, c'est encore genré. Et oui, parce que au relais d'assistante maternelle, c'est l'endroit où toutes les nounous se réunissent. Donc c'est une grande salle où il y a plein de jeux différents et les enfants font ce qu'ils veulent, enfin entre guillemets, parce que c'est surveillé quand même. Mais après, t'as la nounou du coup qui surveille. Mais alors tu vas où ? Tu prends le petit garçon, puis tu l'emmènes du côté des caisses garçons, quoi. Construction, les caplas, les machins. Et puis, tu gardes pas qu'un garçon, tu gardes aussi une fille. Là-bas, il y a les poupées, il y a les robes, les machins, tac. Pose le bébé là-bas. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants ? De droite, il va passer à gauche, et inversement, puis ils vont se réunir au milieu, et tout le monde va jouer ensemble. Mais la première intention, elle n'était pas forcément bonne, quoi. Bonne ou mauvaise d'ailleurs, mais voilà, elle a été genrée. Genrée, exactement. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant de voir que les enfants se recentrent au milieu, parce que j'avais vu que les crèches commençaient à faire des formations du coup sur ce sujet-là, et qu'ils s'étaient rendus compte que leur jeu était organisé de telle façon que la mixité n'était pas possible. C'est-à-dire que finalement, ils se rendaient compte que ça jouait beaucoup à papa-maman. Et en fait, souvent, les papas attendaient de se faire servir par les mamans. Il faut se dire, et je parle des enfants. Hein. Oui. Non mais oui. Et ils se sont rendus compte qu'en changeant la disposition de leurs jouets, en fait, ça a changé l'interaction entre les garçons et les filles. Ouais. Là, dans ce que tu me dis, c'est qu'indépendamment, même si les jouets sont très genrés, finalement, ils se retrouvent quand même au milieu. Oui. Oui. Et cette année, je ne garde que des filles. En 10 ans, c'est la première année où je n'ai que des filles. Et c'est très rigolo de les voir jouer, justement, à papa, maman ou autre. Où le papa est là, ou le grand frère, ou l'adolescent. Moi, je suis, quand ils jouent, c'est moi, je suis l'adolescent. C'est je suis pas le garçon, c'est je suis l'adolescent. Ça, c'est le rêve de toutes les filles de devenir adolescent. De toute façon, c'est très rigolo. Adolescent sans eux, hein, du coup. Oui. Adolescent sans eux. Ouais, exactement. Et ça téléphone aux copains, ça
ça va au cinéma. C'est très, très rigolo de les voir jouer. Parce que justement, je les laisse faire. Et elles font vraiment ce qu'elles veulent, quoi. Mais c'est marrant quand même qu'elle choisisse d'être un garçon pour avoir la liberté d'aller au cinéma et d'appeler des copains quand même. Ben oui. Ça en dit long, quoi. Oui, après, il n'y a pas que ça, hein, parce que, bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais c'est très rigolo de les voir faire. Ouais. Est-ce qu'on parle de filles, quoi, entre 7 et 10 ans? Et non, même maternelle, hein, jusqu'à 10 ans. Qui jouent aux adolescents. Oui, aux adolescents. Elles sont adolescentes eux aussi, hein, puis elles sont papa-maman, il n'y a pas que adolescents. Mais c'est rigolo de les voir faire, quoi. J'ai discuté avec une amie récemment qui m'expliquait, qui me parlait de ses enfants qui ont 3 à 5 ans, et elle me disait, bon, mon garçon, plus tard, je sais pas trop de quel bord il sera. C'est-à-dire qu'elle dit, mais après, il fera ce qu'il veut, je m'en fous. Mais par contre, il adore les barrettes de sa sœur, il adore les robes de princesse de sa sœur, si j'y mets du vernis. Et voilà. Elle me dit, par contre, je l'arrête à la porte de la crèche, à la porte de la garde d'altérie et à la porte de l'école. C'est qu'autant à la maison, il fait ce qu'il veut. Ça m'est égal, ça nous fait rire. En plus, sa sœur, elle est contente. Autant à la porte de la garderie, c'est un refus. Et là, pour aller au ski, ils voulaient un casque rose. Ils ont mis un veto aussi. Parce que c'est pour la peur d'eux, en fait. Hein. C'est la vraie question de, finalement, comment ça réagit. En fait, elle me dit, en plus, à la garderie, ça va jusqu'à 12 ans. Puisque là, il a 5 ans. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça m'a vraiment posé question de me dire, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort? Et en même temps, on comprend tout ce qu'elle veut dire. On comprend ce qu'elle veut dire. Ah ouais, complètement. Mais non, en fait. Et là, c'est la professionnelle qui parle, hein, honnêtement. Hein. Il veut y aller avec le casque rose. Qu'il y aille. Pour le ski, pourquoi pas? Mais ils sont petits. Ils se rendent pas compte. Il aime le rose. Il a envie de le porter. Il a envie de montrer au monde qu'il aime le rose. Il y a rien là-dessous, en fait. C'est pas parce qu'il aime le rose ce sera une fille. C'est clair. Tu vois, mais il a le droit, en fait. Il n'y a aucune loi. Il n'y a rien qui interdit aux enfants garçons d'aimer le rose ou de porter des barrettes dans les cheveux. Non, ni du vernis à ongles, d'ailleurs. Ça va faire sourire les adultes. On va trouver ça mignon. Et après ? Ce qui va changer, en fait, si tu veux, là où l'enfant il va prendre l'ampleur de la situation, c'est justement de lui dire non quand il va aller à la crèche. C'est justement de lui dire non, tu porteras pas ton casque préféré rose en allant au ski avec les autres. Et c'est là où il va se poser des questions. Pourquoi ? T'as raison. Mais ouais. Après, moi, j'ai lu plein de commentaires quand même de mamans qui laissent leur fils aller avec du vernis à ongles, et on parle de 3-4 ans, hein, oui. Qui se prennent des réflexions. Soit parce que les instits recalent, c'est-à-dire que ça, c'est les instits carrément, et donc t'as raison, c'est la vision de l'adulte. Ouais. Et après, par contre, c'est quand il y a des plus grands, c'est-à-dire qu'autant en maternelle, t'as raison, mais là, la garderie, ça va jusqu'à 12 ans. Donc, du coup, t'as des enfants qui sont plus grands et qui vont aller faire des réflexions, reprendre. Et elle disait, le problème, c'est qu'on a après des garçons qui rentrent chez nous en pleurs. En fait, l'inverse, c'est qu'ils s'auto-censurent. Ouais, mais justement, je crois que c'est là où il y a un travail à faire sur l'enfant. Et c'est ça, en fait, le plus important aujourd'hui, c'est de faire le travail sur l'enfant. Ok, pas de problème. Tu veux porter ton casque rose, fais-le. Par contre, sache, mon fils, qu'il y en a qui vont te pointer du doigt et qui vont se moquer de toi. C'est pas grave. Toi, tu assumes de porter le rose parce que tu aimes le rose. Eh bien, il faudra simplement leur dire. Et même s'ils se moquent de toi, c'est pas grave. Assume qui tu es, en fait. Je crois que c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut vraiment apprendre aux enfants. C'est pas l'arrêter à la porte de la crèche ou l'arrêter à la porte du téléphérique ou je ne sais quoi, je fais pas de ski. Mais voilà, non, en fait, il a le droit d'être qui il est. Parce que ça commence par là. Si aujourd'hui on lui dit qu'il n'a pas le droit de porter de rose en société, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de penser, ne serait-ce que penser qu'il aime le rose. Je sais bien. Et c'est tout ce qu'il y a derrière, en fait, qui est super important. Et après, l'homme qui deviendra, du coup, il sera peut-être influencé, tout simplement. Influencé par quoi ? Tout ce qu'on lui dit, si tu veux, ça va l'influencer dans tel ou tel sens, à faire ses choix. C'est la juste mesure entre la protection de l'enfant et le besoin de faire que l'enfant change la société. Parce qu'en fait, ces enfants, on leur demande quoi ? On leur demande à eux tout seuls, à l'âge de 3 à 5 ans, de faire bouger la société, en vrai. Oui. C'est quand même beaucoup de changements sur les épaules d'un enfant. Parce qu'en fait, c'est là où se pose la vraie question. Est-ce qu'on protège l'enfant de la société pour qu'il puisse vivre dans son propre monde encore ? Parce qu'en fait, là, pour l'instant, il vit dans son propre monde. Il comprend bien qu'il y a quelque chose, mais il continue à faire ce qu'il veut chez lui. Tout le monde s'en fout. Ou alors, on le met face à la société parce qu'il va l'amener à changer. Mais du coup, on sait très bien qu'en amenant ce changement-là, c'est lui qui prendra sur ses épaules. C'est toute la nuance. À la fois, je t'entends, et c'est vrai que j'étais vraiment comme toi en me disant faire ça. Et en même temps, j'entends aussi ma pote quand elle m'a expliqué. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est pas forcément facile à assumer. Hein. Et puis surtout, en tant que parent, il y a besoin de prendre une position, quoi qu'il arrive. La position qu'elle prend aujourd'hui, c'est de laisser son fils vivre, mais pas de combattre la société.
À voir ce qu'elle prendra comme position Ouais, c'est demain, ça. mais... Il faut qu'elle le protège et qu'elle lui donne les armes pour se protéger. Il faut pas qu'elle l'interdise, quoi. Après, c'est dommage. Et la question, c'est est-ce juste sur un petit bout de 3-5 ans? Après, il faut amener les choses, hein. Il faut pas lui dire, Brut, écoute, il y a des cons, et puis, va falloir que tu fasses avec, quoi. Non, évidemment que non. Non, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les changements de société versus ancienne génération, nouvelle Oui. génération aussi, hein. Ouais, tout à fait. Je te propose d'aller vers les dernières questions, du coup. Oui. Quel conseil tu aurais envie de donner à la personne que tu étais avant de te lancer dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale? Et bah, pas de conseils, en fait. C'est-à-dire? Bah, continue ta vie comme tu l'entends. La vie, elle est pas facile. Tu vas beaucoup pleurer. Mais en fait, elle vaut le coup d'être vécue. Mais je regrette rien. Souvent, quand on a des moments de pas bien, souvent je me dis, et si en fait, ça sert à rien. Et je suis qui je suis et je suis comme je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu tout ça. Et en fait, je suis tellement bien comme je suis aujourd'hui sur certains aspects, peut-être pas forcément sur tous, mais sur certains aspects, que du coup, je changerai rien. Donc, pas de conseils à donner, juste vis ta vie, en fait. Vis-la peut-être en t'assumant un peu plus, mais c'est tout. C'est déjà pas mal, écoute. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites aux femmes qui se lancent? Je sais pas, qu'elles continuent, qu'elles croient en elles. Qu'elles écoutent pas tout ce qu'on peut dire tout autour, en fait. Le plus mauvais juge, c'est soi-même. Qu'on soit une femme ou un homme, mais encore plus une femme dans la société dans laquelle on vit. Donc voilà, qu'elle continue à avancer et qu'elle croit en elle surtout. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la société pour qu'on puisse avoir une égalité femmes-hommes? Je crois que ça commence par les enfants, hein, tout simplement. Il faut simplement éduquer les enfants et leur donner les bonnes armes pour pouvoir se protéger de cette société qui devient complètement dingo, quoi. On donne pas assez d'armes aux enfants. On leur autorise aujourd'hui à tout faire, parce que l'éducation part à volo par rapport à ce qui était avant, et je crois qu'on leur donne pas assez des armes pour se protéger, ou leur expliquer comment faut faire. On leur dit, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire comme ça, mais on leur explique pas assez pourquoi. Je crois que ce qu'il faut changer, c'est ça, c'est d'expliquer le pourquoi des choses. C'est marrant parce que tu conclus avec la troisième valeur importante pour les entreprises, qui est de donner du sens. Voilà. Voilà. Donner du sens. Merci beaucoup, Élodie. Mais de rien, avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.